Bonjour, Éric Bissonnier. Donc aujourd'hui, nous allons parler des options. J'espère d'une manière assez simple. On va commencer déjà par une première partie pour expliquer ou comment on détermine le prix d'une option, mais de manière plutôt intuitive qu'à travers la typique formule Black-Scholes qui est, on va le voir, pas super descriptive. Euh, donc la première étape, c'est de dire, déjà de réfléchir un peu à ce que c'est qu'une option. Et si on prend la définition du Larousse, euh, une option, c'est le fait d'opter, en fait, c'est un choix à faire. C'est-à-dire qu'à chaque instant, et on le fait tous les jours, on décide de faire quelque chose en fonction de l'information qu'on a, voire de choses plus ésotériques dans certains cas, mais on fait un choix. Et un choix entre plusieurs options, justement, et de se dire, voilà, je préfère ça que ça, et ça que ça. Ce choix, il a des conséquences, parce que vous allez vous retrouver, du coup, à l'instant d'après, le jour d'après, le mois d'après, l'année d'après, une génération plus tard, à un endroit différent que si vous aviez fait un autre choix. Évidemment, on ne sait pas quel est le chemin qu'on a pris, on parlera de cette dépendance du chemin un peu plus tard pour chaque option qu'on prend. Mais là, on va se cantonner à simplement ce choix qu'on a à faire. Des choix dans la vraie vie, on en fait constamment. Donc, ça commence par le choix des couleurs. Plus facile à faire tout seul qu'à deux, hein, on le sait, mais ça a aussi des conséquences sur votre intérieur, par exemple. Pour ceux qui jouent au golf, on est tout le temps confronté à des options. Pour ceux qui ont du mal à choisir leur glace dans certains endroits, c'est bien compliqué. Et puis quand on est à l'université, education and learning opportunities, il y en a plein, il y a plein de moyens de le faire. Pourtant, il va falloir en choisir une, on ne peut pas tout faire. En tout cas, on ne peut pas les faire toutes. Euh, du coup, on est toujours confronté à des options, à des choix. Et finalement, en finance, le terme d'option, il est assez similaire. Et là, j'ai fait une représentation de ce qu'on fait. Je décide maintenant de faire quelque chose. Je me retrouve là, et du coup, je pars de là. Et puis finalement, je vais arriver là. Et ça, une représentation, on va dire, quantitative, dans une certaine mesure, en tout cas graphique, des choix qu'on va faire. Évidemment, on ne va pas se prendre le temps de faire tous les petits liens qu'on fait dans toutes les décisions qu'on prend chaque jour, mais c'est quand même à ça que ça ressemble. Donc en finance, c'est quoi une option? Donc c'est un contrat qui se fait à la bourse, c'est sur toutes sortes d'actifs sous-jacents. Évidemment, c'est le plus connu, c'est sur les actions, mais il y en a évidemment sur les matières premières. On va parler, parce qu'à la fin, on parlera du pétrole et de ce qui s'est passé sur le pétrole a fait sur ces modèles d'options. Donc l'option, c'est le droit, mais pas l'obligation. Ça, c'est très important. C'est le droit, mais pas l'obligation. Vous pouvez ne pas acheter. Contrairement au futur, où vous êtes obligé d'acheter. Vous vous souvenez, si vous restez avec ce futur après la maturité, vous avez votre pétrole à Cushing. Mais là, non, on n'a pas. C'est une option. On n'a pas l'obligation d'acheter pour une option d'achat ou de vente pour une option de vente. On va se concentrer sur l'option d'achat dans notre démonstration ici. Une certaine quantité de titres à un prix donné, qui s'appelle le strike. Donc vous décidez aujourd'hui que vous voulez acheter quelque chose à un prix dans le futur. Et un futur qui est déterminé, puisque c'est un contrat, donc on sait jusqu'où on peut acheter ou vendre ce titre. Donc ça, c'est la définition, on va dire, un peu formelle de ce que c'est que des options. Les points principaux, c'est que c'est une option, donc on n'est pas obligé. On décide d'acheter un prix dans le futur, et ce futur, ou la fin de ce choix, il est déterminé. Alors quantitativement, comment est-ce qu'on approche ça? Parce qu'évidemment, en finance, on a beaucoup de prix, on a beaucoup de données, donc on va forcément essayer de le faire quantitativement. Il y a deux méthodes principales pour les options. Il y en a une qui s'appelle l'arbre binomial. Et puis là, ça vous semblait familier parce qu'on commence avec un prix et puis on va à l'étape suivante et on se retrouve à un autre prix parce qu'il s'est passé quelque chose. Puis ensuite, on revient à celui-là ou alors ou le chemin est celui-là ou le chemin est celui-ci. Évidemment, ça va faire les probabilités d'arriver à chaque élément est différent. Les chemins sont différents, ils peuvent avoir des conditions différentes et puis on va voir qu'est-ce qui détermine l'écart entre ces prix.
que c'est ça qui va être déterminant. Mais on voit là qu'il y a un chemin un petit peu intuitif, c'est un arc binomial. Et puis là, vous avez la fameuse formule Black-Scholes, qui est en fait celle qui est utilisée dans les modèles pour calculer le prix des options, qui est un petit peu moins descriptive quand même. Mais on va y revenir après quand on aura un peu mieux compris quels sont les déterminants du prix d'une option et pourquoi vous allez vouloir acheter certaines options plus chères ou moins chères que d'autres. On va revenir en particulier à ces facteurs explicatifs de l'option. Mais aujourd'hui, cette formule, elle n'est pas très intuitive. Par contre, cet arbre binomial, c'est en fait la manière dont on prend nos décisions. Donc pourquoi est-ce que je déciderais de vendre mon option? Alors, on a pris au hasard Apple, et nous parlons que d'une option d'achat d'un call. Ça marche exactement de la même manière pour un put. Donc le strike, c'est le prix d'achat qui est donné par l'option, disons 300. Et aujourd'hui, il se trouve que Apple traite à 280, à peu près. Et dans 3 mois, Apple peut finir n'importe où, entre 210 et 350, on va dire, et tous les chemins, alors là, c'est pas tous les chemins, c'en est quelques-uns, des chemins qui sont possibles pour arriver à là. En l'occurrence, ça peut aller à 340, redescendre à 210, et comme votre option est vous pouvez l'exercer quand vous voulez, vous pourrez acheter à 300 Apple quand il vaudra 350. Mais aujourd'hui, ça vaut 280. Donc en fait, ce que vous estimez, c'est par rapport à ce chemin, c'est quelle va être la probabilité que l'on arrive à ce 300 dans les mois qui viennent. Et cette probabilité, elle est liée au chemin que va prendre Apple et donc à sa capacité à arriver à 300. Si Apple bouge d'1 centime tous les jours, il y a peu de chances qu'on y arrive à 300. Par contre, si elle bouge de 2 $ tous les jours, on peut y arriver en une semaine à 300 ou en 10 jours. Donc on voit bien que c'est ce comportement qui est important. Ce comportement, il a un nom. Ça s'appelle la volatilité. Et en plus, on peut le mesurer. En statistique, c'est l'écart type ou la variance. On peut le calculer. Et du coup, ce qui est vraiment déterminant pour savoir si ça vaut la peine d'acheter mon option à 300 ou en tout cas de déterminer son prix, c'est une fonction de la volatilité. Et de cette volatilité, on va le voir tout de suite, va être absolument déterminante pour calculer le prix de l'option, puisque finalement, c'est la seule chose qui est variable dans tout ce qu'on a là, avec le prix bien sûr, mais le prix il est donné par le marché. Le reste, c'est que ça reste un prix à déterminer. Et évidemment, ce prix va être déterminé mais en fonction du comportement d'Apple. On ne va pas voir une volatilité, un prix de la volatilité très élevé alors que ça bouge d'1 centime tous les jours. Il y a une relation quand même qui va se faire entre les deux. Et donc, c'est un élément très important, ça. C'est ce qui va vous conditionner dans votre décision par rapport à cette volatilité. Et donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est possible pour Apple d'arriver à 300? Et on voit ici, sur une année, Apple est allé à 175, est monté à 325, est redescendu à 225 au mois de mars, et puis maintenant est à 280. 181, là, on a l'impression, oui, c'est ça, avec 280. Et donc, le fait que ça puisse toucher 300 alors qu'on est à 280, déjà en regardant le chart, là, le graphique, on se dit, oui, c'est possible. Et pour regarder ça de plus près, on va aller regarder les options et à quoi ça ressemble. Donc voilà la page avec les options. Alors évidemment, c'est assez dense comme graphique. Donc on voit ici les strikes de toutes nos options. On voit notre option à 300 là. Et on voit quelque chose qui est déterminant. Donc il y a le prix, c'est à 9 $, donc ça vaut quelque chose. Et le prix, on voit ici la volatilité implicite qui est à 32, et donc qui nous dit, voilà, bah oui, finalement, c'est quand même possible qu'on se retrouve avec un prix assez intéressant parce que 32 de volatilité, ça veut dire que ça peut bouger à peu près de 8 pendant la période. Donc oui, c'est très possible qu'on y arrive. Donc voilà, ça c'était un premier élément de réponse.
de regarder tous ces strikes, de pouvoir voir toutes ces options et de se déterminer. Donc là, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est comment intuitivement approcher le prix d'une option. Une option qui est finalement votre détermination de la capacité d'un actif à arriver à un certain prix dans le futur. Et ce prix, il est largement déterminé quantitativement, mais aussi intuitivement, par sa volatilité, c'est-à-dire sa capacité à bouger entre maintenant et plus tard, en l'occurrence chaque jour. Maintenant, on va discuter un peu plus tard dans la semaine de ce que ça veut dire pour le pétrole, parce qu'on a eu des prix qui sont allés de 10 à moins 40 dans la journée. Est-ce qu'on peut, moins 40, ça existe dans les modèles et puis ça donne quoi comme volatilité? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Où sont utilisés ces modèles? Et dans quelle mesure c'est vraiment un très très gros problème? Donc on verra ça un peu plus tard. Merci.